Donc je passe la parole à Mireille Bruyère, qui est la première intervenante. Je te passe le micro. Oui. Mireille Bruyère, économiste, membre de l'association des économistes atterrés, mais je laisse parler. Donc, je vais vous présenter Mireille Bruyère. Donc, Mireille Bruyère est maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est membre du Centre d'études de travail, organisation, pouvoir et travaille sur les enjeux du travail et de l'emploi. Elle est aussi membre du collectif des économistes atterrés, avec lequel elle a contribué à de nombreux ouvrages collectifs, dont le dernier, le second manifeste des économistes atterrés, aux éditions Les Liens qui libèrent, en 2015. Elle nous parlera donc de la précarité du travail, qui n'est plus un phénomène à la marge et qui ne concerne plus que les plus fragiles. Pardon. Bonjour, je vais essayer de la faire debout, voilà, parce qu'on est quand même assez nombreux. Effectivement, c'est un thème d'actualité avec ce qui se passe actuellement avec la loi travail. Je pense que ce que je vais raconter va essayer de faire écho, mais je vais prendre beaucoup de recul parce que beaucoup d'entre nous, je pense, sommes percutés par les différentes réformes du travail, et donc la précarité, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos familles ou autour de nous, on peut saisir que les formes de la précarité du travail se sont développées, et ça depuis déjà plusieurs décennies. Donc je vais vous raconter un récit, en fait, non pas pour détailler les différentes formes de précarité que nous constatons, mais peut-être pour essayer d'expliquer comment cette précarité du travail se met en place. Alors, avant de rentrer dans ce récit, je vais quand même poser un petit peu le contexte dans lequel je vais parler. Je suis économiste à l'université de Jean Jaurès, et vous savez qu'ici, il y a une grande université qui s'appelle la Toulouse School of Economics, auquel je n'appartiens pas, mais pourtant j'y ai fait mes études, qui a une approche de l'économie différente de la mienne. Au-delà des répercussions, enfin des recommandations politiques qui seront différentes évidemment, mais il y a des hypothèses de fond épistémologiques qui sont très différentes. C'est celle en particulier de penser que l'économie est une science, ce que nous, à Toulouse Jean Jaurès, nous ne supposons pas. C'est-à-dire que moi, je vais vous parler de l'économie, non pas comme une science, mais comme des phénomènes, des évolutions institutionnelles, hein, à la différence de la Toulouse School of Economics. Nous allons supposer ici que l'économie est une institution et que le marché aussi est une institution. Ça a l'air de rien, mais c'est une hypothèse de rupture importante. C'est-à-dire que même les économistes, je dirais, relativement critiques, supposent qu'il y a les marchés et on a besoin des institutions lorsque les marchés sont défaillants. Et donc, on a toujours ce dualisme entre marché et institution, alors que moi, je vais considérer que le marché est une institution humaine qui a été construite politiquement. Et donc, on peut construire le marché de plein de manières, en insistant sur la concurrence, par exemple, ou en insistant sur l'échange ou la flexibilité des prix. Donc, cette hypothèse-là du fait que le marché est une institution, ça veut dire que, en fait, je vais vous parler du travail, en regardant un petit peu l'évolution des institutions économiques, l'évolution historique des institutions économiques qui vont transformer le travail. Ce qui fait que je vais pouvoir relier ça facilement aux décisions politiques qui sont prises pour changer les institutions de politique économique ou de politique du travail. Je vais pouvoir relier ça aussi avec les évolutions, les stratégies des grandes entreprises qui ont des effets sur les institutions parce qu'évidemment elles sont assez puissantes. Donc ça va me permettre de parler du marché de manière un petit peu désacralisée en fait. L'intérêt c'est de vous parler de l'économie et du marché de manière un peu désacralisée. Comme une institution humaine. Alors, je vais prendre un peu de recul parce qu'il me semble que ce qu'on fait au travail actuellement, ce qu'on demande, ce que les différentes politiques, comme la dernière loi, demandent au travail, c'est de devenir flexible. Et pourquoi est-ce qu'on demande instamment au travail de devenir flexible? Parce que depuis une trentaine d'années, il y a eu une transformation du capitalisme importante qui a vu le capital devenir liquide. Et en fait, pour faire simple, je vais vous expliquer comment, hein, mais pour faire simple, la transformation des institutions du capital
sous la forme liquide. On va demander maintenant la même chose au travail, c'est-à-dire non pas de devenir liquide, mais de devenir flexible, c'est-à-dire de faire à peu près la même chose que ce qui s'est vu du côté du capital. Alors, on dit souvent en économie qu'il y a eu une bascule historique. C'est la fin des années 70 et début des années 80. On avait des équilibres institutionnels, des 30 glorieuses avec un certain nombre de caractéristiques. Et puis, pour plein de raisons, mais sur lesquelles je passerai vite, on est passé à un autre équilibre institutionnel qu'on appelle souvent néolibéralisme ou capitalisme financiarisé. Donc, pour vous raconter un petit peu ce récit, d'abord, dans un premier temps, on va voir quels étaient les compromis autour du travail, les compromis institutionnalisés pendant les 30 glorieuses, de savoir pourquoi ça fonctionnait. Pourquoi il y a eu un certain équilibre pendant 30 ans, dont les effets les plus connus sont la forte croissance et la progression des salaires et de la protection sociale. Alors, rappelons déjà que la Seconde Guerre mondiale a été évidemment un choc important et qu'il y a une chose peut-être qu'on peut retenir de ce qui s'est passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu une alliance politique autour de l'idée que la pauvreté menaçait l'ensemble de la société. Et non pas, comme on l'entend maintenant, la pauvreté est un problème pour les pauvres. Et donc, comme c'est difficile, effectivement, d'avoir des pauvres à côté de chez nous, dans la rue, etc., la protection sociale serait là pour aider les pauvres. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça, de manière assez importante, l'idée, c'est que la pauvreté menace l'ensemble de la société. Et ça, c'est assez... Enfin, j'espère que vous saisissez la différence par rapport à maintenant. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des institutions qui doivent protéger la société et donc lutter contre la pauvreté, pour protéger la société dans son ensemble. Alors je fais référence à un certain nombre de grands appels, comme l'appel de Philadelphie, mais aussi des accords mondiaux qui décident de stabiliser et d'institutionnaliser certains droits, des droits du travail, par exemple. On va mettre dans la Constitution, par exemple, le droit de grève. On va mettre dans la Constitution le droit au travail ou le droit à la protection sociale, ce qui est vraiment, je dirais, un gap important, c'est-à-dire qu'on constitutionnalise, c'est-à-dire on hiérarchise les droits du travail à un niveau très élevé. Ce que fait la loi El Khomri, c'est bien l'inverse, c'est-à-dire de tout ce qui constitue la réglementation du travail descend au niveau de l'entreprise. À cette époque-là, on le met à un niveau très très élevé. Et aussi, on va décider de contrôler politiquement les mouvements de capitaux par un accord très connu qui s'appelle l'accord de Bretton Woods, qui vont, je dirais, contrôler deux prix très importants dans le capitalisme, les taux d'intérêt, les taux de change, si vous voulez, ce qui fait que le capital ne peut pas se déplacer trop facilement. Donc ça, c'était un petit peu les principes qui donnent naissance à un certain nombre d'institutions, des 30 glorieuses, que je vais diviser en deux, pour faire simple. Les premières, c'est les institutions qui vont gérer le capital et qui vont permettre au capital de s'accumuler. On reste dans un capitalisme, évidemment. Donc il faut absolument que le capital puisse trouver la manière de s'accumuler, c'est-à-dire devenir plus gros. Alors comment on fait pour que ça marche bien? On va mettre en place des institutions qui vont sécuriser l'investissement productif du capital. Alors il faut bien saisir que là, je parle de la capacité pour le capital de rentrer dans les entreprises et d'acheter des machines productives, matérielles. Donc le système bancaire va être relativement stable, il va y avoir un financement par système bancaire. Et puis on va aussi, pour que le capital puisse s'accumuler, donc trouver des débouchés, on va sécuriser la demande des classes moyennes, c'est-à-dire on va permettre aux classes moyennes d'avoir des revenus relativement stables, en particulier par la protection sociale et par les systèmes de retraite qui vont beaucoup se développer pendant ce temps-là. Alors je vais regarder la montre quand même, j'ai que 40 minutes. Ouais. Donc,
je dirais un accompagnement de l'accumulation du capital, hein, du côté de l'investissement et du côté de la demande des classes moyennes. On sait que pendant cette période, l'avènement d'une une consommation de masse de la classe moyenne, qui est, je dirais, voulue politiquement, instituée politiquement par cette protection sociale, par l'évolution des salaires nets. Et puis, il y a d'autres choses qui sont peut-être moins connues. C'est évidemment, il y a des politiques industrielles, c'est-à-dire l'État a des grandes entreprises qu'il manage avec des enjeux stratégiques nationaux, comme Airbus, par exemple, ici. Donc, il y a vraiment des politiques de création de grandes entreprises qui vont, structurer le capitalisme industriel, qui est un capitalisme national, qui s'ancre sur le territoire national. Et puis, il y a un accès à l'énergie d'un coût très faible et très facile avec les colonies, donc ça permet effectivement, et ça c'est très important pour la croissance, effectivement, d'avoir de l'énergie en grande quantité facilement. Alors, du côté du travail, on a le pendant un petit peu du côté des institutions du travail, on a le pendant un petit peu de ces évolutions, puisque les institutions du travail ont comme objectif de protéger le travailleur. Hein, les institutions du capital ont comme objectif d'accumuler le capital, mais on sait bien que si elles sont seules, elles peuvent évidemment, je dirais, détruire ou mettre à mal les conditions de travail des travailleurs, et donc même mettre à mal les travailleurs en général. Donc les institutions du travail, comme la protection sociale ou le droit du travail, sont mis en place pour protéger le travailleur. Et en fait, la protection sociale va stabiliser effectivement les conditions de vie des travailleurs indépendamment de leur insertion sur le marché du travail, c'est-à-dire en cas de retraite, de maladie, etc. On a une stabilité des revenus, ce qui permet évidemment de stabiliser les débouchés pour les entreprises. En contrepartie d'un élément important, c'est-à-dire que cette protection est en contrepartie d'un élément important, c'est une rationalisation, une organisation dure quand même dans les grandes entreprises du travail, c'est-à-dire une personnalisation des tâches, une organisation scientifique taylorienne du travail, donc un travail plutôt déqualifié, industriel. Donc ça se fait pas facilement hein, pour les travailleurs dans les années 60, 70. Il y a quand même une contrepartie hein, à cette protection sociale, à cet état social, qui est que le travail en tant que tel perd beaucoup de qualité. C'est important à le rappeler. Néanmoins, on a quelque chose qui va réussir en termes de compromis. Hein, on parle pendant les 30 Glorieuses, on parle de compromis fordiste. Quelque chose qui va réussir autour de l'idée que on va réussir à ce que le travail devienne très productif. Et c'est ça qui est en crise maintenant. Les institutions du capital qui investissent dans les entreprises régulièrement, qui changent les modes de production avec donc l'investissement productif à l'intérieur des entreprises et cette organisation scientifique du travail fait que finalement le travail va être très très productif et on va avoir ce qu'on appelle en économie des gains de productivité très très importants pendant 30 ans. Ça ne s'est jamais... On n'a jamais eu cette performance en termes de gains de productivité depuis que le capitalisme existe. Hein. C'était plutôt 2%, là on a 5% par an. C'est-à-dire une croissance très très importante de l'efficacité productive du travail. Évidemment, ça a des effets sur la croissance. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une croissance importante et donc on retrouve l'élément que je vous avais signalé tout à l'heure. Les 30 Glorieuses sont les 30 années de forte croissance, mais parce que on arrive à organiser par des institutions le fait de rendre le travail très très productif. Et à mon avis, c'est ça le lieu du compromis entre le capital et le travail, le fait que le travail soit très productif. Et c'est ça qui est en crise encore maintenant. Au-delà de la question de la croissance, hein, de la croissance de la production de la richesse, ce qui est en crise en termes plus profonds, c'est la capacité du travail à être toujours autant productif que pendant cette période-là. Alors, les éléments de rupture, donc dans les années 80, sont de plusieurs types. D'abord, il faut rappeler que pendant les 30 Glorieuses, on a vu des dynamiques à l'œuvre importantes
La première, c'est une baisse spectaculaire des inégalités, hein, des inégalités de revenus entre les riches et les pauvres. Ça a été bien documenté par Thomas Piketty, qui montre effectivement que dans tous les pays, pendant les 30 Glorieuses, les inégalités baissent très très fortement, en particulier pour les 1% les plus riches. Hein. Donc, les dynamiques des inégalités à plusieurs dimensions. Évidemment, les classes les plus pauvres voient leur destin s'améliorer du fait de la protection sociale, mais cette dynamique, elle est à l'œuvre, mais elle n'est pas non plus faramineuse. Hein. C'est pas non plus, ça va mieux. Mais par contre, ce qui est très rapide en termes de déchéance, c'est les 1% les plus riches qui voient leur part de richesse dans la richesse nationale vraiment décroître fortement pendant les 30 Glorieuses. Donc tout le monde a l'air très content là, sauf quand même les 1% les plus riches qui voient leur classement dans la société, je dirais, déchoir. Bon, évidemment, on a des taux de croissance importants, ça je vous l'ai dit, de la productivité du travail qui est très importante. Et puis, un autre phénomène qui inquiète les élites politiques et économiques, c'est la baisse du taux de profit du capital, c'est-à-dire la capacité pour le capital, lorsqu'il s'investit dans une entreprise, d'y retirer une rentabilité suffisante. Ça marche, mais ça marche de moins en moins bien. Et ça, depuis le début. C'est-à-dire, dès qu'on met en place les 30 Glorieuses, le taux de profit du capital diminue. Et effectivement, l'avènement de Reagan ou Thatcher dans les années 80, les élites économiques vont s'en saisir pour dire, attendez, là, les dynamiques institutionnelles qui sont en l'œuvre depuis 30 ans, ça revient dans beaucoup de discours, hein, ce qu'on a mis en place depuis 30 ans, la protection sociale, la force des syndicats, les grandes entreprises dans lesquelles les syndicats sont forts, etc., ça va poser un problème. Si on continue comme ça, on va plus avoir de rentabilité du capital, alors même qu'on est quand même dans un système capitaliste. Là, on est vraiment au bord du compromis. Hein. Soit on décide de continuer cette dynamique et on n'est plus dans un système capitaliste, soit il faut une rupture, hein, du compromis pour aller sur autre chose. Donc ça, c'est un élément de rupture important. Et évidemment, ce qui va se passer, qui va permettre à l'ensemble de la société de se rallier au fait que ça ne peut plus durer, qu'on ne peut plus continuer ce compromis, qu'on ne peut plus avoir tant de protection sociale, qu'on ne peut plus avoir une augmentation des salaires de 5% par an, etc. Ce qui fait que les classes moyennes vont être ralliées à cette idée de la fin du compromis, c'est la fin de la croissance économique. Qui est je dirais un indicateur central de la société qui fédère au-delà des classes dirigeantes, hein, qui fédère aussi les classes moyennes comme étant la capacité de la société à produire de plus en plus de richesses, à montrer que nous sommes sur la voie du progrès, etc. Donc la fin de la croissance, c'est, je dirais, le dernier verrou qui saute. Qui va permettre effectivement aux élites politiques qui arrivent à ce moment-là au pouvoir de mettre en place des politiques du côté du capital pour rendre la rentabilité au capital. Ça, c'est important. Et donc, ils vont passer par un maître mot, c'est la liquidité du capital. Alors, pourquoi est-ce que cette croissance, dernier verrou, se ralentit ? Là, on voit apparaître déjà les premiers signes de la limite matérielle de la production, hein, c'est-à-dire les premiers signes des limites écologiques du système qui est le nôtre. La première, évidemment, c'est une forme de saturation de la consommation des classes moyennes, dans les années 60-68 en étant une expression culturelle forte, hein, c'est-à-dire la capacité de la classe moyenne à absorber toujours plus de biens industriels, hein, c'est-à-dire des frigos, des voitures, les téléphones, etc., atteint une certaine limite. Non pas que ça va se décroître, mais ça ne peut plus croître comme avant. D'autre part, l'idée que la société qui se transformerait, c'est-à-dire que la consommation qui viendrait d'une consommation industrielle à une consommation de services, qui pourrait retrouver une nouvelle dynamique sous forme de services qu'on entend souvent encore maintenant, c'est-à-dire pas de problème, on passe d'une société industrielle à une société de services et donc on va pouvoir continuer à consommer du service plutôt que des biens matériels. On voit bien que le service a un lien matériel. Le service, ce n'est pas que de l'immatérialité. Hein. Je vous donne juste un chiffre. Pour construire et transporter un ordinateur, il faut 1,3 tonnes de gaz à effet de serre. Et si
si on calcule la quantité par an et par personne de gaz à effet de serre consommé pour être dans une situation durable, c'est 1,8. Donc on voit bien que l'idée de l'immatérialité des services à distance, dématérialisation, comme vous disiez, des services par exemple de Pôle emploi ou de la préfecture, etc., a un lien matériel. Il y a toujours un lien matériel au développement des services, et donc on atteindra toujours la limite écologique, même en étant dans une société totalement de services. Donc cette deuxième limite, et puis évidemment la fin de l'accès sûr et peu cher à l'énergie, avec la montée des conflits au Moyen-Orient, le choc pétrolier, un certain nombre d'éléments comme ça géopolitiques qui viennent bousculer aussi ce compromis du côté de l'accès à l'énergie, qui est un élément fondamental évidemment pour faire marcher les usines. Et pour permettre que le compromis des 30 Glorieuses puisse avoir lieu. On voit bien que ça ne peut plus durer. Donc tout est en place pour bousculer un peu ces institutions-là. Et alors on pourrait dire, oui, mais bon, on voit bien que ce sont quand même des limites réelles. Hein, c'est-à-dire, on peut pas consommer comme ça, il y a des limites écologiques. Comment est-ce qu'on peut imaginer trouver des institutions qui peuvent dépasser ces limites, supprimer ces limites. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont pas les supprimer, mais elles vont les transcender, je dirais. C'est-à-dire qu'elles vont imaginer des institutions qui les nient. Mais elles vont ces limites-là du travail, de la productivité du travail, ces limites écologiques, ces limites de la consommation vont revenir par la fenêtre. Hein. C'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, dès les années 80, donc c'est la troisième partie de mon exposé, dès les années 80 vont se mettre en place un certain nombre de politiques qui cherchent à retrouver pour le capital la rentabilité, cette fois-ci non pas du côté d'investir dans les entreprises concrètement, hein, de trouver la possibilité dans les entreprises de trouver des machines plus productives, de faire de la recherche sur la manière de produire, etc., mais de trouver de la rentabilité par la mobilité du capital. Hein, l'idée, c'est que le monde est vaste, et que là, on est encrouté en Europe, etc., on est dans des industries déclinantes. Il y a certainement plein de besoins d'investissement, de consommation ailleurs, et donc ou ailleurs, même dans les territoires, dans d'autres secteurs, par exemple. Il faut que le capital qui est empêché d'être mobile hein, par ces anciennes institutions, il faut absolument casser ça pour retrouver la mobilité du capital. Et ça, c'est les marchés financiers qui existaient déjà, hein, mais qui sont les plus adéquats pour permettre cette mobilité. Donc il y a un certain nombre de décisions fortes qui sont prises pour construire ces marchés financiers. Alors et ça, ça va prendre la voie des politiques économiques bien concrètes. Les premières grandes décisions, c'est de flexibiliser deux grands prix. Comme je vous l'ai présenté, deux grands prix, c'est les taux d'intérêt et les taux de change. Alors les taux de change, on met fin à Bretton Woods. Vous le savez, dans les années 70 avec Nixon, pour financer la guerre du Vietnam. Donc ça va permettre effectivement au capital de s'échanger sur plusieurs places facilement. Il n'y a plus le taux de change est flexible, donc le taux qui permet de changer d'une devise à l'autre. Hein, ça construit la mobilité du capital. Et puis on va privatiser largement les secteurs bancaires qui sont ce secteur-là qui, je dirais, contrôle ou régule les taux d'intérêt. Donc là aussi, on va lâcher, je dirais, le contrôle politique de ces deux grands prix du capital. Et donc on va libérer cette mobilité du capital. Alors je vais vite parce que c'est plus technique, mais on privatise donc le secteur bancaire. On va construire ces grands marchés financiers. On va inciter les entreprises à aller se financer non plus auprès de leurs banques, mais sur les marchés financiers. On va inciter les États à se financer sur les marchés financiers, ou même les obliger, comme dans le cas de la construction européenne.
un certain nombre de décisions fortes sont prises. On va obliger, par exemple, les fonds de pension américains, par une loi très précise qui s'appelle la loi Eriza en 74, d'aller sur les marchés financiers et non plus de rester dans le giron national. Et donc, cette grande épargne des retraités, des futurs retraités américains se déverse sur les marchés financiers. Donc, il y a un certain nombre comme ça de jalons politiques et de réglementations très très nettes qui vont donner beaucoup d'ampleur aux marchés financiers, aidé évidemment par l'avènement des technologies de l'information, parce que finalement le capital, ce n'est plus qu'une information, c'est pas des sacs de monnaie, c'est pas des sacs de billets, ce n'est plus que des informations qui se transmettent d'ordinateur en ordinateur, et donc l'évolution de la puissance technologique va accompagner l'évolution de cette mobilité du capital qui s'appelle la liquidité du capital. Hein. On entend ça chez les économistes. Quand on parle de liquidité du capital, c'est la capacité du capital de se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre de manière sécure. Hein. Donc c'est ça qu'il faut sécuriser, c'est ça qu'on a sécurisé. Alors parallèlement, les grandes entreprises ont profité de ces nouvelles institutions pour transformer l'organisation productive qui était la leur. La première des choses, c'est qu'elles ont segmenté, en fait, les grandes entreprises avaient du début à la fin d'un processus de production à l'intérieur de la grande entreprise. Et bon, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont coupé en petits bouts la production et elles ont déplacé des petits bouts de production dans le monde entier. On le voit pour Airbus, hein, c'est-à-dire que pour construire un avion, on a plein de composants qui sont construits dans d'autres entreprises, que ce soit des filiales du groupe ou que ce soit des sous-traitants. Donc on a, je dirais, segmenté la chaîne de production, ce qui va avoir un effet important sur le travail, c'est que ça va casser les collectifs de travail et en particulier mettre à mal les syndicats à l'intérieur des entreprises et l'organisation du travail à l'intérieur des entreprises, puisque on va segmenter très très fortement les grands collectifs de travail de ces grandes entreprises qui vont évidemment devenir beaucoup plus flexibles. Ça va marcher, c'est-à-dire que l'organisation des grandes entreprises est donc beaucoup plus flexible, mais le travail en tant que tel va perdre ses assises en termes de collectif et de temps d'expérience des gens qui travaillent ensemble. Ça, c'est donc ce que vont faire les entreprises, c'est ça. Elles vont aussi, bon, je passe vite, convertir les managers à la recherche de la rentabilité financière. Et une dernière chose importante, c'est que elles vont plus du tout jouer le jeu de l'investissement productif. À mon avis, ça c'est un élément important qui n'est pas assez dit dans la littérature critique du capitalisme financier, c'est que les entreprises se réorganisent, sont plus flexibles, sont mondialisées, etc. Bon, certes, on peut ne pas être convaincu ou on peut l'être, mais par contre, ce que dit souvent le discours libéral, c'est de dire c'est tout ça, c'est pour avoir plus d'investissements futurs et donc plus de croissance. Hein. C'est toujours, il y a des efforts de flexibilité, d'adaptation à faire dans la mondialisation. On peut estimer, on peut supposer politiquement qu'on ne pourra pas ici et maintenant remettre en question la mondialisation et la flexibilité nécessaire. Et on nous dit souvent que c'est parce que ça va permettre aux entreprises d'investir. C'est le pacte de responsabilité ou le crédit d'impôt compétitivité emploi du gouvernement actuel. Hein. C'est exactement le discours de dire il y a des efforts de flexibilité à faire, de mobilité, de flexibilité, parce que ça va permettre aux entreprises de réinvestir et donc d'être plus sécures. Hein. Donc c'est la même idée de dire permettons les licenciements pour que les entreprises soient plus sécures et qu'elles puissent embaucher. C'est exactement le même. Donc c'est pour investir, il faut sécuriser la sortie, en gros. Hein. C'est toujours cette même idée. Et en fait, depuis ce qui est la première fois quand même dans le capitalisme, il faut le dire, les taux d'investissement concrets, productifs, réels, hein, c'est-à-dire l'achat de machines, de technologies nouvelles, etc., décroissent dans les pays, c'est-à-dire que ça ne marche pas, au contraire. C'est-à-dire les entreprises vont retrouver effectivement de la rentabilité. On va voir les taux de marge des entreprises se rétablir, ça fonctionne. Depuis les années 80, ça a bien fonctionné, mais elles n'utilisent pas ces nouvelles marges de manœuvre pour investir. Alors, il y a une partie de l'investissement qui passe dans les pays émergents, mais si on regarde en globalité, ça ne sait pas redresser l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme
est plus mobile, est plus rentable, mais ne fait pas le pari sur l'avenir comme c'était le cas du capitalisme industriel. C'est-à-dire la figure de l'entrepreneur, malgré tout, qui exploite les salariés, mais qui, en exploitant les salariés, fait un pari sur l'avenir, d'une nouvelle technologie, de développer des parts de marché, etc. Ce n'est plus le cas actuellement avec ce capitalisme financier. Il y a un retrait de l'investissement productif, ce qui, à mon avis, est un élément majeur de crise du capitalisme. Alors, je vais terminer donc sur la place du travail dans ce nouveau compromis, enfin dans cette nouvelle transformation des institutions du capital. Ce qui est en crise, il me semble, ici, c'est la dimension productive du travail. C'est pas le travail en tant que tel, mais c'est ce qu'on a mis. On dit souvent qu'on est dans une société de travailleurs, que le travail est central, que c'est une société qui s'est construite sur la centralité du travail, on l'entend souvent, sans aller sur une présentation des différentes philosophies du travail. Il y a plusieurs dimensions dans le travail. Il faut travailler pour s'épanouir, etc. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il me semble que ce qui fait la modernité du travail dans notre société, c'est le fait que le travail soit productif et nous permette de créer de plus en plus de richesses. C'est ça qui est dit quand on dit que le travail est productif, c'est-à-dire qu'il est capable d'augmenter, d'être de plus en plus performant, de plus en plus performant. Il me semble que c'est ça, c'est cette dimension qui est en crise. Non pas que le travail, en termes d'épanouissement social, de contribution à la société disparaîtrait, ce n'est pas ça qui est en crise, c'est la capacité du travail à être de plus en plus productif. Et on somme, malgré que nous sommes devant certaines limites écologiques, sociales, etc. que j'ai présentées, malgré que nous sommes devant ça, on somme quand même le travail de continuer à être productif dans cette situation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour être productif, on n'a pas d'autres idées que de le rendre flexible, comme le capital. Hein, c'est-à-dire le capital est liquide, le travail doit être flexible. Et donc, dès les années 80, avec l'apparition du chômage de masse, puisqu'il y a moins de consommation et moins d'investissement, le travail étant, pour les économistes critiques, non pas un problème de dysfonctionnement du marché du travail, ça n'existe pas pour nous, le marché du travail. Tout le monde parle du marché du travail. Pour nous, le marché du travail n'existe pas. Le travail est déterminé par la demande et l'investissement des entreprises. La répartition des salaires, les inégalités, des éléments comme ça, non pas les dysfonctionnements sur le marché. Donc, dès qu'il y a eu l'apparition du chômage de masse dans les années 80, il y a un certain nombre de politiques de l'emploi qui vont être mises en place, mais je dirais le point commun de ces politiques de l'emploi, c'est quand même d'essayer de rendre le travail plus flexible. D'abord, de ne jamais poser la question de pourquoi il y a moins de travail, pour la répartition de la richesse, pour l'investissement. Ça, hop, on l'exclut. On va clôturer le travail à l'intérieur de son marché, et on va dire c'est parce que le marché du travail ne fonctionne pas bien, et donc il faut absolument faire comme le capital, rendre toujours plus flexible ce travail, que ça tourne plus, hein, et donc les politiques de l'emploi vont aller. Alors vous les connaissez certainement un peu, hein, donc les premières, c'est de permettre d'utiliser le plus possible des formes atypiques d'emploi, le temps partiel, les CDD, qui sont devenus les formes atypiques majoritaires pour les gens qui entrent sur le marché du travail, les jeunes en particulier, qui sont les seules formes que connaissent les jeunes lorsqu'ils cherchent à être salariés. On va fortement subventionner l'emploi non qualifié. Alors ça, c'est la grande politique de l'emploi française. C'est une politique qui exonère de charges patronales, de cotisations patronales, les emplois les moins payés, sous l'idée qu'il faut baisser le coût du travail pour que les entreprises puissent embaucher. Bon, cette politique-là est une politique très très onéreuse, hein, plus de 20 milliards d'euros par an et 30 si on compte toutes les exonérations. C'est beaucoup quand on voit la quantité d'emplois qui seraient créés en baissant ce coût du travail-là. Au-delà de l'évaluation concrète de cette politique de l'emploi, ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'en fait, comme le travail n'a plus son sens extérieur, pour produire quoi, dans quel projet productif, etc., on ne regarde le travail qu'en quantité, si vous voulez. C'est un travail sans qualité. Donc évidemment, les politiques de l'emploi n'ont de cesse que de trouver des moyens à la petite semaine pour augmenter la quantité du travail, en subventionnant massivement l'emploi non qualifié. Juste un chiffre, hein, si on regarde la répartition des salaires, 60% des salariés en France
sont touchés par les exonérations des cotisations patronales, c'est-à-dire 60%, les entreprises reçoivent une subvention pour 60% des emplois. Donc c'est une massification de l'aide à l'embauche pour les entreprises. 60% des emplois, ça va même jusqu'à un niveau assez élevé d'ingénieurs. Sans qu'on puisse voir les effets en termes de création d'emplois. Puis il y a une autre politique qui est souvent annoncée, c'est l'idée qu'il faut, on dit, activer le marché du travail, c'est une offre, une demande. La demande, c'est les entreprises. L'offre, c'est les demandeurs d'emploi ou les salariés. Et on dit qu'il faut activer l'offre. L'offre est pépère, elle s'endort sur ses lauriers parce qu'elle est les allocations chômage trop généreuses. Et donc il faut trouver des moyens d'activer l'offre. Ça c'est une deuxième grande politique de l'emploi. Donc contrôler, inciter financièrement avec le revenu de solidarité active par exemple. Donc il n'est pas question de savoir s'il y a une quantité d'emplois en face. Ça s'est jamais dit. Par contre, il faut absolument mettre en place des dispositifs de contrôle sociaux déjà très lourds, très coûteux aussi en termes de bureaucratie. C'est une bureaucratie énorme. La dernière réforme de la prime d'activité qui réforme le revenu de solidarité active, ils ont fait le calcul cyniquement de dire, comme ça va être très compliqué, on sait qu'il y aura que 50% des gens qui vont demander la prime d'activité. Parce que il faut déclarer ses revenus, il faut faire ci, tout est dématérialisé, il faut prendre rendez-vous par internet, etc. Ça devient très lourd pour les demandeurs d'emploi de faire appel à leurs droits. Et donc on sait que le taux d'appel va être de moins de 50%. Donc cet exemple pour montrer qu'effectivement l'activation de l'emploi c'est une bureaucratisation énorme du marché du travail. On en cherche à construire ce marché qui n'existe pas. Il n'y a pas de sens de dire qu'il y a un marché du travail. On travaille pour quelque chose. On ne travaille pas parce qu'il y a une offre et une demande sans sens. Donc les effets effectivement sont que la précarité va se développer par les marges, même s'il y a un certain nombre de salariés qui sont encore en CDI avec des anciennetés relativement élevées. On a une précarité qui se développe par les marges, les salariés plus âgés, les jeunes, les gens les moins qualifiés, les étrangers, qui sont touchés par ces formes de précarité et de flexibilité sans pouvoir, pour certains, jamais en sortir vraiment. Dernière chose avant de conclure, ça a eu un effet effectivement, cette financiarisation des entreprises, cette transformation des institutions du capital, ça a eu un effet très important aussi sur le management des entreprises. Parce que la chose que je vous ai racontée sur les grandes entreprises qui se segmentent et puis la montée en charge des groupes va avoir un effet sur le management et sur le travail pour les gens qui sont en emploi. Là, j'ai parlé des gens qui étaient hors de l'emploi. Pour les gens qui sont en emploi, on a je dirais, pour faire simple, une mise à distance du travail concret. Avec un management très quantitatif, chiffrable, etc. Et donc pour ceux qui sont avec une exigence de performance importante. Et donc pour ceux qui sont en emploi, les phénomènes de souffrance au travail sont explosés depuis une dizaine d'années, puisque là on continue à donner cette pression de productivité pour ceux qui sont en emploi, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Et donc dans son ensemble, à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut dire que le travail souffre beaucoup de la volonté finalement instituée de continuer à penser que la productivité du travail n'est pas en crise. Voilà, donc j'ai terminé mon exposé pour dire peut-être que les questions politiques qui pourraient émerger, c'est effectivement de la question de la centralité du travail productif, la question de l'organisation productive en fonction de quel sens, de quel projet productif, en particulier avec les enjeux de la transition écologique, c'est-à-dire produire pour quoi faire, pour quels besoins. Il me semble que c'est ça qu'il faut affronter plutôt que de continuer à se boucher les yeux face aux apparitions des limites qui sont arrivées dans les années 80. Il faudrait plutôt, si on veut s'engager dans une société et apaisée, démocratique, relever le défi en fait de nos propres limites. Voilà. Merci.